300 morts en 5 ans, 4 millions d'exilés et le conflit en Syrie s'enlise. Le sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants qui s'ouvre demain va plancher sur le sujet. Septembre 2015, septembre 2016, un an après le début de cette crise migratoire, la solidarité européenne est mise à rude épreuve. Le 2 millions de migrants enregistrés en 2015, l'Europe cherche des solutions. Dans l'actualité également, l'atelier gouvernemental de validation de l'agenda 2017. En plus des avancées notées, de nouvelles priorités ont été définies, ceci pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Et puis 17 morts, dont 3 policiers dans des violences à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des heurts qui ont opposé ce matin des manifestants de l'opposition à des policiers anti-émeutes. La manifestation prévue par l'opposition a finalement été annulée. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. En marge de la 71e session de l'ONU, le chef de l'État ivoirien participait à la Global Initiative Clinton. Le président Alassane Ouattara était au nombre des invités du président Bill Clinton à la cérémonie d'ouverture donc de la session annuelle de son ONG. Viviane Aïma. Ce lundi matin, le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame Dominique Ouattara comptaient au nombre des illustres invités du président Bill Clinton à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la session annuelle de l'ONG Clinton Global Initiative, dont le thème cette année est « Partenariat pour la prospérité mondiale ». Le président de la République avait été auparavant l'invité en 2013 du président Clinton à l'occasion de la session annuelle de sa fondation sur le thème de la lutte contre le braconnage des éléphants en Afrique. L'ONG Clinton Global Initiative a été créée en 2005 par le président Bill Clinton, 42e président des États-Unis. Cette ONG lutte contre la pauvreté en Afrique, le paludisme et le sida. Cette deuxième invitation adressée au président de la République, Alassane Ouattara, peut être considérée comme une marque de grande considération. Si le président Bill Clinton a dirigé les États-Unis de 1993 à 2001, son épouse Hillary Clinton, candidate à la magistrature suprême cette année, est bien partie pour devenir la première femme présidente des États-Unis. Et en image, 300 000 morts en 5 ans en Syrie. La guerre s'enlise dans le pays, poussant des milliers de Syriens à l'exil. Les pays de l'Organisation des Nations Unies devaient donc adopter ce lundi une série d'engagements pour répondre à la plus grave crise migratoire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une réunion qui se tenait donc en prélude à l'Assemblée générale de l'ONU, réunion à laquelle prend part, je vous le disais tantôt, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. En provenance d'Afrique, de Syrie et d'Irak, et également d'Afghanistan, ils sont plus d'1 million de migrants arrivés en Europe en 2015. La crise migratoire se mue en chaos humanitaire aux différentes frontières d'Europe. L'Europe cherche donc des solutions. Je vous propose à présent le dossier signé Sylvie Touré. Sur cette image, le symbole du drame des migrants. Aylan Kurdi, un enfant syrien de 3 ans, noyé et charrié par les vagues sur une plage turque. Sa famille avait fui la guerre et tenté de rejoindre la Grèce début septembre 2015. L'image a fait le tour du monde. Stupeur, indignation, consternation, chacun y est allé de ses émotions. Le choc est planétaire. Sous les feux de la critique, l'Europe ouvre enfin les yeux sur la tragédie qui se joue à ses portes, principalement aux frontières grecques, porte d'entrée pour les réfugiés fuyant la guerre et Daesh en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Également aux frontières italiennes pour les migrants fuyant la pauvreté et la guerre, en Afrique subsaharienne, en Érythrée via la Libye. Je n'aime pas cette Europe qui se nombrilise, cette Europe qui se ferme aux espoirs et à l'attente des autres. J'aime l'Europe où des centaines de milliers de volontaires viennent assister, appuyer les réfugiés.
La Commission européenne s'est réunie dans la foulée. Une solution est trouvée pour 40 000 migrants et pour les 120 000 restants, elle propose une répartition par quota sur 2 ans. L'Allemagne se montre concrète, elle qui fait déjà preuve de générosité en accueillant plus de 800 000 réfugiés, se propose d'en héberger 31 443 autres. La France s'engage pour 24 031, l'Espagne 14 931, le Danemark 1000, l'Irlande 2 900 et la Grande-Bretagne 20 000, mais sur 5 ans. Nous sommes encore loin du compte. C'est que la politique d'ouverture divise les 28. L'aile Est se durcit et se barricade. Murs physiques et clôtures de barbelés rivalisent de hauteur sur la route des Balkans, avec déploiement de forces de l'ordre aux frontières. Le message est clair, ils ne veulent pas de migrants sur leur sol. Je suis assis ici, je veux passer mais je ne peux pas. Et si je rentre chez moi, je vais mourir. Il vaut mieux que vous nous tuiez ici. Toute personne qui entre en Europe a le droit d'être traitée comme un être humain. Ceux qui ont le droit de rester peuvent rester. Ceux qui sont venus en vertu de la Convention de Genève que nous avons tous signée, fugitifs de la guerre ou du terrorisme, nous devons les intégrer s'ils veulent rester plus longtemps. Nous devons les aider à trouver une nouvelle patrie. L'appel de la chancelière allemande n'aura pas l'effet escompté. L'Europe se tourne alors vers la Turquie pour une solution transitoire. Un accord est conclu le 18 mars. Ankara s'engage à reprendre sur son territoire tous les réfugiés entrés par les côtes grecques. En contrepartie, l'UE accepte sur son territoire le même nombre de personnes venant des camps de réfugiés dressés en Turquie. Erdogan exige en prime l'exemption de visa pour les citoyens turcs. Les mois qui suivent, les côtes grecques sont soulagées, le nombre de migrants baisse de moitié. Succès de la solution turque ou coup de pouce de la météo pas clémente en mer sur la période. Les avis sont partagés. Mais seulement, quelques mois après sa signature, la Turquie dénonce cet accord. Elle accuse l'Europe de non-respect de ses engagements. Nous le mettons en application et nous continuerons à l'appliquer pour des raisons humanitaires. Mais sans libéralisation des visas, la Turquie ne s'engagera dans aucun nouveau mécanisme. La balle est pour le moment dans le camp européen. Nous avons rempli nos engagements. Réunie à Bratislavia, en Slovaquie, la semaine dernière, l'Europe semble plus soucieuse d'elle-même. Le Brexit est passé par là. Elle doit désormais penser son avenir à 27, crise économique, échéance électorale imminente, percée du sentiment nationaliste, donc anti-migrant, menace terroriste, voilà les priorités. Et pendant ce temps, la Méditerranée, devenue un cimetière aquatique, continue d'ensevelir des embarcations entières. L'afflux de migrants y a été estimé à 1 100 000 en 2015, 3 500 personnes y ont perdu la vie. L'Europe fait face à sa plus grave crise migratoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et pire, le nombre d'entrées sur le sol européen pourrait augmenter de 17% cette année et le nombre de morts de 15%. Les chiffres font froid dans le dos, mais aucune solution concrète à l'horizon. La voix des dirigeants africains est très peu audible sur le sujet. Les guerres et la pauvreté continuent de noyer les espoirs de lendemain meilleurs sur le continent. Le conflit syrien est loin de la désescalade. Le terrorisme a atteint son apogée. Les racines du mal sont bel et bien là. De la crise migratoire au chaos humanitaire, la solidarité européenne est à l'épreuve et le monde avec. Voilà, crise migratoire, l'Europe cherche des solutions. C'était un dossier signé Sylvie Touré. Ici en Côte d'Ivoire, Focus Doing Business 2018, la rencontre gouvernementale de validation de l'agenda 2017 a enregistré des avancées, de nouvelles priorités également définies. 58 réformes ont fait l'objet de discussions, c'est ce que nous dit Francis Boifo, notre reporter. Il était question d'améliorer le climat des affaires ici en Côte d'Ivoire. 35 places de gagnées grâce aux différentes réformes pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. De 177e en 2013, le pays a occupé la 142e place en 2015, selon les rapports Doing Business 2014-2015.
Le gouvernement veut mieux faire. 58 nouvelles réformes ont fait l'objet de discussions à la primature. Des priorités ont été dégagées en termes d'action. Désormais, le gouvernement veut qu'un citoyen, un utilisateur de services publics, puisse de chez lui rentrer en contact avec l'administration, avoir l'information, traiter l'information, payer la transaction sans être obligé de se déplacer et de se rendre à l'administration. Les autorités invitent les usagers à s'approprier les réformes dans les différentes administrations. Le gouvernement a mis en place un guichet unique pour faire le permis de construire. Mais il y a certains encore qui s'en vont utiliser et chercher à faire des permis de construire ailleurs. Il y a un guichet unique qui existe pour le commerce transfrontalier, pour les importations et les exportations de marchandises. Mais il y en a qui continuent toujours à aller dans nos systèmes qui existent. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan appelle à un élan de solidarité pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. Nous devons chacun à son niveau prendre toute la mesure de l'ampleur de la tâche à accomplir et être à hauteur du défi relevé. Notre objectif, vous le savez, reste de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 meilleures économies mondiales au classement Doing Business de la Banque mondiale, au plus tard en 2019, donc bien avant 2020. Ce qui permettra, selon Daniel Kablan-Duncan, de mobiliser d'importantes ressources auprès du secteur privé national et international pour la réalisation de nombreux projets. 200 experts internationaux et acteurs du secteur crédit bail en Afrique sont réunis ici même à Abidjan. Ce depuis ce matin, ils réfléchissent sur les moyens de faciliter l'accès au financement du secteur privé et donc d'accélérer la croissance économique dans notre pays. L'initiative est de la SFI, la Société financière internationale, et on en parle avec Jean-Jacques Kwame Alla. Basé sur l'utilisation des équipements et machines nécessaires à la production et à la productivité de l'entreprise, le crédit bail permet aux petites et moyennes entreprises PME d'avoir accès au financement sans avoir à recourir aux fonds propres ou à solliciter un prêt bancaire. Le potentiel de développement du secteur privé est étroitement lié au développement des petites et moyennes entreprises. Le crédit bail, en tant que mode de financement alternatif et innovant, peut contribuer de façon importante à augmenter l'accès au financement aux PME et donc à stimuler la croissance économique dans les marchés émergents. Bien que le crédit bail offre des avantages incontestables aux PME, il est aussi avantageux pour le secteur financier ainsi que le secteur public. Il est donc essentiel de développer l'industrie du crédit bail en Côte d'Ivoire et le gouvernement est fortement engagé dans la vulgarisation de cet instrument financier qui présente moins de contraintes en termes de critères d'éligibilité qu'un crédit classique. Le crédit bail va également favoriser la création d'emplois. Le succès de ce forum devrait contribuer à la montée de l'investissement privé en Côte d'Ivoire, au développement d'activités productives et à une croissance économique soutenue au sein des différents secteurs économiques. Ce forum sur le crédit bail est une initiative de la Société financière internationale. Le programme a permis de former 20 000 PME et mobiliser environ 30 milliards de francs CFA en investissement depuis 2008. Premier jour de classe aujourd'hui pour l'enseignement technique et professionnel. C'est donc ce 19 septembre qu'ils ont fait leur rentrée, les élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel, une semaine donc après ceux de l'enseignement général. L'innovation cette année, eh bien, c'est l'uniformisation des tenues scolaires pour ces 100 000 élèves et étudiants. Dans l'enseignement général, les mercredis sont désormais jours de classe. C'est une décision du gouvernement. Et face aux menaces des leaders syndicaux qui boudent donc la décision du gouvernement, eh bien, la ministre de l'Éducation nationale a durci le ton. Kandia Camara était ce matin face à la presse. Elle n'y est pas allée du dos de la cuillère pour exprimer son indignation face aux menaces de grève projetées par le MIDD, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, pour protester contre les cours du mercredi de l'enseignement primaire. Face à ces menaces de grève, Kandia Camara s'est voulu très ferme. Mesmer Koumoue menace en ces termes. Si l'on impose les cours de mercredi, il va organiser une grève sauvage et illimitée. Allez dire à Mesmer Koumoue que la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dit si lui et des enseignants de son bord mettent une grève sauvage et illimitée, la riposte sera sauvage
et inoubliable. Kandia Kamara souligne que les différents syndicats ont été consultés avant cette réforme. C'est pourquoi elle ne saurait accepter que certains syndicats rament à compte courant. Le premier responsable syndical qui a été informé, ça a été Mesmer Komoé, au cours d'une réunion présidée par le directeur de cabinet au CNMS. Ce Mesmer Komoé a participé à toutes les rencontres sur la question des réformes. La ministre de l'Éducation nationale invite les enseignants à ne pas céder aux intimidations. Selon elle, toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Et dans la fonction publique, l'actualité, c'est le recrutement des personnes vivant dans la situation donc, de handicap. En 2015, 300 personnes handicapées bénéficiaient du recrutement dérogatoire, une volonté du gouvernement qui avait à cœur d'améliorer les conditions de vie de ces personnes vivant en situation de handicap. Seulement, ces personnes désirent voir le nombre de recrues augmenter. Notez qu'ils étaient plus de 1500 à postuler en 2015. Seule sa détermination donne un sens à son existence. Lucie, non-voyante, brave quotidiennement cet ascenseur de la tour E du plateau pour accéder à son poste. Elle est standardiste dans un cabinet ministériel. Malgré son handicap, le combiné n'a plus de secret pour elle. Allô, bonjour. Oui. Ce travail, ça m'a donné d'être autonome financièrement, d'être utile dans ma maison, puisque par le fruit que ce travail m'apporte, je peux aider mon mari. Vraiment, ça m'a fait du bien. De la place pour les personnes en situation de handicap dans l'administration. La nouvelle est tombée le 14 janvier 2015 lors d'un conseil des ministres tenu dans la capitale politique Yamoussoukro. 300 personnes handicapées recrutées de façon dérogatoire. Sur les 300 personnes handicapées, nous avons 210 hommes, 90 femmes, soit un pourcentage de 27% à peu près pour la gente féminine. Pour la première fois, certaines catégories de personnes handicapées ont été prises en compte. Il s'agit notamment des albinos, nous avons recruté 11, des bègues, nous avons recruté 10, des personnes de petite taille, nous avons recruté 4, et des personnes en situation de handicap mental, nous avons essayé avec une personne pour l'instant pour voir ce que cela peut donner au niveau de l'insertion. Donc, sur cet exemple, vous comprenez donc qu'en dehors de ces types de handicap, vous avez la part des moteurs vraiment qui constitue le gros lot de personnes de côté. Nous avons 197 personnes en situation de handicap moteur qui ont été recrutées. Nous avons 45 sourds qui ont été recrutés. Nous avons également 32 non-voyants qui ont été recrutés. Donc, c'est une des variables très importantes, en tout cas des variables remarquables de ce recrutement. Grâce gouvernementale pour ces personnes déjà éprouvées par le coup du sort, aujourd'hui, elles se sentent utiles à la société et arrivent à se prendre en charge. Moi, j'ai été, comme on appelle ça, on m'a affecté au ministère de la Défense. Vraiment, chaque matin, je suis très content quand je vais au travail. Parce que je sais que tôt ou tard, je réservais quelque chose pour, en tout cas, épanouir ma vie. J'ai eu la chance, moi, d'être à Abidjan, au niveau de la direction générale de l'environnement, et trouver des collègues qui sont vraiment sympas, voilà, qui m'ont accepté dès le premier jour, et la collaboration se passe en tout cas très bien. La difficulté majeure, c'est le déplacement. La maison au lieu de travail, ça qui rend ça un peu compliqué, sinon à part ça, je crois que le reste, ça va. Leurs conditions de vie désormais améliorées et restent enviables en dépit de quelques difficultés rencontrées par les nouveaux recrutés. Le recrutement n'a concerné que 300 postes pour 1515 postulants. Il faut saluer, mais le nombre est jugé insuffisant. Ce jeune homme, diplômé en informatique, y met tout son espoir. C'est un appel, n'est-ce pas, que je lance à l'endroit, n'est-ce pas, du gouvernement ivoirien. Il faudrait que le recrutement soit, n'est-ce pas, annuel. Le recrutement soit annuel parce que nous sommes bon nombre, n'est-ce pas, d'handicapés, qui sont sans emploi. Si nous sommes allés à l'école, c'est pour servir la société. Il n'est pas exclu qu'il y ait dans un avenir proche, plus ou moins proche, d'autres recrutements. Mais pour l'instant, nous nous attelons à parachever ce recrutement qui est en cours pour faire en sorte que les personnes qui sont recrutées travaillent effectivement dans de bonnes conditions. Tout comme les êtres dits normaux,
Les personnes handicapées constituent aussi un nid de compétences pour servir l'administration ivoirienne. Le rêve des 300 recrutés, celui de mettre leur talent à profit, est aujourd'hui une réalité grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Un reportage signé Massokone et Konaté Moussa. Les responsables d'administration des régions, les directeurs et les chefs de services financiers des collectivités locales sont en séminaire, vous le voyez sur ces images. Ils ont 2 jours pour réfléchir sur la programmation budgétaire et le pilotage de leurs activités. Des élus locaux et des experts nationaux également en conclave. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire veut faire des régions ivoiriennes des pôles économiques pour l'émergence. Les participants à ce séminaire auront donc 2 jours pour réfléchir afin d'arriver à leur fin. Élus locaux, présidents de conseils régionaux et directeurs généraux d'administration des régions ont pris part à cette réflexion initiée par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Ils devront réfléchir sur des thématiques telles que comment, dans un pays structuré avec un pouvoir exécutif fort, peut-il avoir un pouvoir régional pour pouvoir promouvoir le développement économique? Comment transférer entièrement, pleinement, le pouvoir aux collectivités régionales décentralisées afin de promouvoir le développement économique. Des experts internationaux spécialistes des questions de développement économique des territoires, du marketing territorial et des énergies vertes venus de France ont apporté leur contribution. Nous allons d'abord travailler sur un sujet qui est de démontrer que l'échelon régional est le plus pertinent pour faire venir des petites et moyennes entreprises, pour travailler pour la recherche de financement. Initiative appréciée par les élus locaux qui comptent en tirer profit pour le bien-être de leurs administrés. Cette assemblée aujourd'hui nous permettra effectivement de consolider ce développement dont on parle toujours. Nous voudrions sortir d'ici être suffisamment outillés pour attaquer les problèmes de développement de notre région. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, la loi 213-208 du 7 juillet portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités territoriales confère aux régions l'initiative de promotion du développement économique et de l'emploi en harmonie avec les politiques de développement national. Abou Sanogo signait ce reportage. On ouvre la page politique de ce journal avec le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, qui prépare le référendum constitutionnel et les échanges électoraux à venir. Le RHDP qui installe donc ses coordinations à travers la Côte d'Ivoire, l'étape de Daloa avec Thérèse Tapé-Yoboué. C'est au siège de la maison du PDCI-RDA de Daloa que les 10 membres des coordinations communales et sous-préfectorales du directoire du RHDP ont été officiellement installés. Gaston Wassenakone, qui a procédé à cette installation, a invité les militants du RHDP à accepter de travailler ensemble, main dans la main, pour faire avancer le parti des enfants d'Oufoué-Boigny. Au niveau de nos responsables, il y a une grande ambition pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Leur réconciliation doit nous servir de leçon et de guide. Nous qui, à un moment donné, avons suivi l'un ou l'autre, nous devons comprendre qu'à partir du moment où ils marchent la main dans la main, nous aussi, nous devons nous tenir la main et marcher ensemble, quels que soient les problèmes. Léopoldine Kofi-Tiezan, déléguée départementale du PDCI à Daloa, a dit sa reconnaissance au président Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié pour leur idée de rassembler les enfants d'Oufoué-Boigny en créant une plateforme du RHDP. Le RHDP, selon elle, qui est le ciment de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle a également salué la mise en place de ces comités techniques dans les différentes régions, comités qui permettront aux responsables d'être plus proches des militants. Les émissaires du RHDP ont également invité les militants à investir villages et hameaux pour le triomphe du prochain référendum sur la Constitution. On parle politique toujours. Les partis de l'opposition, eux, sont formellement
contre la nouvelle constitution. Réunis au sein de l'Alliance des forces démocratiques, ils lancent une tournée de sensibilisation et de mobilisation contre l'élaboration de cette constitution. Abou Sanogo. L'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, plateforme de l'opposition, ne veut pas d'une nouvelle constitution et invite le chef de l'État Alassane Ouattara à renoncer au projet. À la place Laurent Gbagbo dans la commune de Port-Boué, les partis membres de cette coalition ont lancé une caravane de mobilisation et de sensibilisation contre le projet de réforme constitutionnelle en cours. Pour eux, son élaboration exige une participation des populations. Il est bon de sensibiliser les Ivoiriens autour de notre refus parce que la Troisième République, si elle doit être fondée, si elle doit être écrite, ça doit être avec l'accord et l'opinion de toutes les composantes du pays. Pour le président de l'AFD, l'élaboration d'une constitution n'est pas opportune. S'il pense qu'une réforme constitutionnelle est nécessaire, qu'il crée les conditions de cette initiative, qu'il crée une commission constitutionnelle ou une constituante, qu'il procède à l'assainissement de l'environnement politique. Dans la sérénité, les Ivoiriens vont discuter entre eux. La caravane va sillonner toutes les communes du district d'Abidjan. Elle prendra fin le dimanche 8 octobre à Yopougon. Et on sera à présent à Yamoussoukro pour la deuxième édition du pèlerinage politique avec la prière pour la paix en Côte d'Ivoire pour l'édition 2016. Retenez que la prière a eu lieu à la mosquée, mais également à la cathédrale de Yamoussoukro. Également, on a enregistré un pèlerinage dans le caveau familial de Feu Félix Houphouët-Boigny. Les initiatives pour faire perdurer la paix en Côte d'Ivoire sont légion. Parmi elles, il faut inscrire les efforts de la jeune génération active de Côte d'Ivoire, JGA. Cette organisation était à Yamoussoukro pour la deuxième édition du pèlerinage politique avec la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Temps fort, une prière à la mosquée de la paix de Yamoussoukro et une autre prière à la cathédrale de la ville. Le pèlerinage dans le caveau familial du premier président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a couronné l'activité. Nous, en tant que jeunes, de toutes tendances politiques confondues, de toutes tendances religieuses confondues, on a estimé qu'à l'image des religieux, nous aussi en politique, nous devons initier ce qu'on appelle le pèlerinage politique. Pour nous, le pèlerinage politique, c'est cette action qui devrait pouvoir rimer avec la recherche de la paix. Pour la troisième édition prévue pour 2017, la jeune génération active de Côte d'Ivoire entend impliquer tous les partis politiques afin que l'hymne à la paix soit présent dans tout le cœur. Vœu cher au président Félix Houphouët-Boigny. Ils sont 5600 pèlerins ivoiriens à prier certainement en ce moment pour la paix en Côte d'Ivoire, ce à l'occasion du Hajj 2016 en Terre Sainte, en Arabie Saoudite. Ils ont franchi plusieurs étapes avant de voir leur Hajj validé. Les premiers retours sur Abidjan ont démarré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mais avant, notez que la clôture officielle du Hajj 2016, cinquième pilier de l'islam donc, a eu lieu. Et on en parle avec Mamadou Kwasi. Les pèlerins en route pour la ville de la Mecque. Ce départ de Mina met fin au Hajj édition 2016, soit 1437 postes Hégire. Mais une fois à la Mecque, ces pèlerins ont pour obligation de faire le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours de la Kaaba et le saïs, le parcours entre les monts Safa et Marwa, des étapes importantes pour l'accomplissement définitif du Hajj. Cette année, ils sont plus de 2 millions de fidèles musulmans venus des 4 coins du monde pour l'accomplissement du Hajj, cinquième pilier de l'islam. Le séjour de Mina, qui constitue la partie intégrante du Hajj, a été rythmé par des séances de lecture coranique, des méditations, des prêches et surtout des moments de recueillement. La retraite spirituelle de Mina est un séjour rituel constitué essentiellement de la station sur le mont Arafat, la nuit à Mouzalifa et les séances de lapidation de la Jamarat. Tout ceci en 5 jours. Tout s'est bien passé, les pèlerins ont pu effectuer tous les rites, il n'y a vraiment pas eu d'incident. Quand on fait un sondage, quand on échange avec nos pèlerins de façon globale, c'était une mission fructueuse, satisfaisante pour nous. C'était vraiment un très bon Hajj. Au terme du séjour de Mina, la délégation ivoirienne constituée de pèlerins du commissariat du Hajj et ceux des structures privées
a eu droit à une cérémonie de clôture. Une cérémonie faite de lecture entière du Saint-Coran par les imams, suivie de bénédictions et les interventions du comité de surveillance et des autorités diplomatiques. Tous ont salué la bonne organisation du séjour des Ivoiriens en Terre Sainte et surtout la discipline qui règne depuis. Le retour à Abidjan des pèlerins pris en charge par le commissariat du Hajj est prévu pour ce mardi 20 septembre 2016 à 11h35 GMT. On part hors du pays, cette fois en images, au moins 17 morts, dont 3 policiers dans des violences à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des heurts ont explosé ce matin. Des dizaines de jeunes manifestants étaient opposés à des policiers anti-émeutes. La manifestation de l'opposition a finalement été annulée. Et puis la France, où a eu lieu ce matin une cérémonie officielle d'hommage aux victimes du terrorisme. Le président Hollande a évoqué la nécessité d'engager des moyens supplémentaires pour lutter donc contre le terrorisme. Notez que les victimes et proches de victimes ont assisté à une cérémonie pleine d'émotions. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit.